Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver ce soir, comme d'habitude, dans 60 minutes pour comprendre sur Médien TV. Nous sommes en direct et nous sommes le lundi 23 novembre. Vous le savez, tous les soirs de la semaine, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. Nous le faisons en votre compagnie à travers les réseaux sociaux. N'oubliez pas de réagir sur la page Facebook de Médien TV ou à travers le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont monsieur Younes Sayeh, vous êtes expert en assurance et désormais un habitué de l'émission. Merci d'être avec nous ce soir. Younes, Mohamed Karim, vous par contre c'est la première fois et bienvenue pour cette première fois, professeur d'économie à l'université Mohamed V de Rabat. Moins de 7,2%. C'est la proportion des ménages marocains, d'entre nous, qui déclarent réussir à se constituer un petit bas de laine, à épargner de l'argent. C'est ce que révèle la dernière enquête sur l'indice de confiance des ménages du Haut Commissariat au Plan publié le 16 novembre dernier. Près de 40% déclarent même devoir s'endetter ou grignoter sur leurs économies pour boucler les fins de mois. Quels sont les différents moyens de préparer ces vieux jours? Comment a évolué le pouvoir d'achat? Quel est notre niveau d'endettement? Que reflète réellement cet indice de confiance? Pouvoir d'achat et épargne, le moral en berne, c'est le titre de l'émission de ce soir. Alors messieurs, avant qu'on essaie de comprendre, ça serait bien qu'on revienne sur les fondamentaux de l'épargne. Professeur, vous êtes là pour ça, vous allez nous faire un petit cours d'économie. Mais avant cela, vous voyez ce chiffre-là, moins de 7,2% des Marocains, des ménages marocains qui arrivent à épargner. Vous trouvez ça normal? Ça vous dit quoi ce chiffre, professeur Karim? Merci pour votre invitation. Tout d'abord, j'aimerais rappeler la méthode de calcul, cet indice de consommation, de confiance des ménages, qui est élaboré par le Haut Commissariat au Plan depuis quelques années, depuis 2008, sur une base trimestrielle. Et l'indice de confiance des ménages, il fait le parallélisme entre celui qui est calculé par l'INSEE en France. Oui. Alors, un petit exemple, avant de rentrer dans les indicateurs retenus, qui sont au nombre de 7, et en France on a retenu 11, je donne un petit exemple. Par exemple, on pose la question à un ménage en lui disant est-ce que l'emploi va s'améliorer? Est-ce que le nombre de chômeurs va augmenter les prochains mois à venir? Alors ça, on est dans la perception. On avait fait une émission sur les chiffres du chômage il y a quelques jours et on a vu, c'est le même principe. On est en train de poser des questions à des ménages sur un déclaratif sur ce qu'ils pensent sur l'évolution future. Alors, supposons qu'on a sur les 3000 retenus dans l'enquête, on a 1000 qui vont dire que le nombre de chômeurs va baisser. Et on a 2000 par contre qui vont dire que le nombre de chômeurs va augmenter. C'est-à-dire que les pessimistes sont de 2000 et les optimistes sont de 1000. Donc on calcule un solde. La différence de 1000 moins 2000, ça nous donne moins 1000. C'est-à-dire on a 1000 en solde, on a 1000 pessimistes. Et on va diviser par 3000, ça nous donne moins 33,3% comme solde. Donc on fait un delta entre le pessimisme et l'optimisme. Exactement. C'est l'objet de cette étude-là. Et on va comparer, si je suis en semestre 1 de l'année 2015, je compare avec le semestre 1 de l'année 2014, sur une base annuelle. Aujourd'hui, je suis sur le semestre 3 de l'année 2015, je compare avec le semestre 3 de l'année 2014. Sur une base annuelle, je vais comparer. Supposons qu'aujourd'hui, semestre 3, j'ai trouvé moins 33,3% et l'année dernière, on a plus de pessimistes, moins 40%. Donc aujourd'hui, j'ai plus de pessimistes. Donc j'étais à 40% et aujourd'hui je suis à moins 40%, je suis aujourd'hui à moins 33%, c'est-à-dire que j'ai moins de pessimistes. Donc j'ai gagné effectivement 6 en optimisme. Voilà, j'ai gagné en optimisme. C'est important, que vous fassiez ce point parce que finalement ça nous permet de comprendre comment ces indices sont calculés. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont calculés. Maintenant retenons aux indicateurs retenus. On a 7 indicateurs, donc l'enquête elle porte sur 3000 ménages. Toutes classes confondues, on ne fait pas la différence. On les enquête, on leur pose des questions sur 7 questions. La première question sur le niveau de vie passé et comment ils voient. La deuxième question sur comment ils voient leur niveau de vie dans le futur. Mais alors justement, comment on évalue un niveau de vie? C'est bien qu'on va passer à travers ces 7 indicateurs, mais un niveau de vie, aujourd'hui, est-ce que c'est un niveau de vie qui est évalué, formulé par le HCP? Vous avez donné l'organisme miroir qu'on a en France qui est l'INSEE. Il y a un ensemble d'enquêtes qualitatives et quantitatives qui sont menées tout le long de l'année. Aujourd'hui, le niveau de vie, comment on le calcule? Effectivement, c'est une question pertinente. Alors le niveau de vie ici dans l'enquête, c'est un sentiment qu'on ressent. Ah d'accord. Alors il dépend de plusieurs paramètres qui peuvent être la consommation elle-même, le revenu,
l'épargne qu'il constitue. Et peut-être même parfois le niveau de vie, on peut le mesurer par est-ce que la personne aime ce qu'il fait, aime son travail, est-ce qu'elle a des relations sociétales intéressantes. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions ici dans le niveau de vie? C'est-à-dire, on définit un niveau de vie. Oui, on définit un niveau de vie. Oui, ça reste très subjectif. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur des données sociodémographiques, de revenus. C'est un tout qui permet de mesurer le niveau de vie. Avant qu'on aille dans les 7 indicateurs, juste réagir à ce chiffre-là, Younes Saher. Tout à l'heure, on va parler. Vous êtes là aujourd'hui parce que vous êtes expert en assurance et on va parler bien sûr de l'épargne, et il y a tous ces produits complémentaires en plus de l'épargne retraite, que sont les régimes obligatoires et les régimes facultatifs. Mais quand vous entendez ce chiffre-là, Younes Saher, 7,2% des gens qui affirment ne pas pouvoir, seulement 7,2 qui affirment pouvoir épargner, ça vous inspire quoi? C'est un chiffre bas, certes, c'est clair que c'est un chiffre bas, mais lorsqu'on analyse à la lumière des indicateurs clairement expliqués par notre ami professeur Karim, quand on analyse tous ces chiffres-là, il est clair que beaucoup de choses sont dans le ressenti, sont dans la perception des faits. Il y a aussi des éléments arithmétiques où les gens, eu égard de leur salaire, eu égard du pouvoir d'achat, eu égard des obligations au quotidien, vont se retrouver, comme on dit, à finir les bouts du mois avec difficulté. Donc la perception d'épargner est des fois exclue. Ils vont se retrouver à affronter avec difficulté les obligations du quotidien. Et cela, effectivement, ce chiffre ressort suite à un sondage qui a été mené, suite à des questionnaires, suite à un certain nombre d'évaluations. Et le fait que autant de foyers au Maroc soient incapables d'épargner est quand même assez compliqué comme indicateur. Parce qu'on parlera tout à l'heure de l'épargne, de l'importance de l'épargne, qui est un levier fabuleux de l'économie nationale, qui permet de capitaliser pour pouvoir investir, pour pouvoir augmenter les champs d'action des entreprises et de l'économie marocaine. Et le fait d'avoir une grosse partie de la population qui soit incapable de le faire est assez déplorable. Alors, professeur Karim, votre deuxième indicateur. Effectivement, la capacité d'épargne, il n'est pas inclus dans l'indicateur d'après le HCP. En France, on l'inclut, mais ici, on ne l'a pas inclus dans l'étude. La capacité d'épargne, effectivement... La capacité d'épargne, c'est mathématique. C'est-à-dire qu'il y a 7% des ménages sur les 3000 qui disent qu'ils sont incapables, qu'ils peuvent épargner. Oui. Mais le reste, ils trouvent des difficultés. Ça s'explique par le fait qu'on peut constater l'évolution de cette épargne des ménages et celle des entreprises et même celle de l'État. Si on regarde cette évolution depuis 2009 et plus, il y a une tendance baissière cette épargne. Donc, on est sur 13,6% d'épargne intérieure des ménages sur un taux de 20% comme épargne intérieure. Donc, et pour les trois composantes, ménages, entreprises et l'État, il y a une tendance baissière. Donc, vous êtes en train de me dire que tout ça est corrélé? On peut corréler l'épargne des ménages, l'épargne de l'État et des entreprises? Si je confronte l'évolution réelle des chiffres avec le sentiment, on peut comprendre pourquoi ce sentiment d'incapacité d'épargne se retrouve chez les ménages. Parce qu'il y a une rareté, il y a plus de consommation. Et il y a, donc par conséquent, il y a moins d'épargne chez les ménages, chez l'État et chez aussi les entreprises depuis 2009. Donc on est sur un taux d'épargne intérieur de 20%. Si on lui rajoute l'épargne extérieure, on est à 25% et on est sur un taux d'investissement de 29%. Donc on n'arrive pas totalement à financer l'investissement. Si vous voulez, tout à l'heure, je reviendrai vers les indicateurs. Ce qui est important, c'est de savoir aussi de qui on parle, de quel ménage on parle. Parce que si on parle de perception, la perception de la capacité à épargner, entre un ménage qui gagne 4 000 ou 5 000 dirhams et un ménage qui gagne 30 000 dirhams, on peut avoir la même sensation de ne pas pouvoir épargner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire la différence entre les différentes classes sociales? Il y a aussi cette perception de l'épargne. Il y a des foyers
dans certaines régions, dans certains milieux, où on va avoir un peu la culture, si j'ose dire, d'épargner. C'est-à-dire qu'on va observer des jeunes, même au démarrage de leur vie professionnelle, qui vont tout de suite se mettre sur une espèce de plan d'épargne ou alors mettre leur argent dans de l'immobilier, avoir déjà cette ouverture sur le fait de préparer les vieux jours, comme tu disais. On l'observe moins chez certains foyers où on va avoir des jeunes qui, en démarrant leur vie, vont plutôt être un peu dépensiers parce que où ils sont encore dans le foyer paternel, où ils n'ont encore pas tout à fait intégré cette dimension. Donc il y a le côté culturel aussi et de perception de l'épargne. On le sent, ça, cette culture de l'épargne. Finalement, est-ce que le Marocain a cette culture de l'épargne? Alors, ici, une question importante. Ici, il faut faire la différence entre la perception, le ressenti du ménage et les chiffres réels, vrais. Alors, il y a une tendance qui est parallèle, il y a une certaine cohérence, généralement. Alors, si je reviens vers la culture d'épargne, effectivement, on n'a pas cette culture d'épargne. On est des ménages qui consomment, qui dépensent. La consommation des ménages par rapport au PIB, c'est 60%. 13,6% qui est épargné. Donc, par rapport au PIB. Donc, on a cette culture de consommation. On peut vivre même à crédit, d'ailleurs, les chiffres, quelques chiffres le montrent. On va y revenir justement. On n'épargne pas assez, mais il faut dire une chose. Par rapport à l'indice, c'est qu'on est généralement un petit peu pessimiste. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Là, il faut aller pour comprendre ça. Même au milieu rural, il faut considérer que les ménages sont analphabètes, généralement. Ils sont intelligents, c'est vrai. Ils sont intuitifs, mais ils n'ont pas l'information nécessaire pour juger. Et généralement, ils peuvent considérer que la personne qui viendrait les enquêter, c'est un homme politique qui va leur présenter un programme économique et donc ils calculent quel gain. Il y a l'indice de confiance même par rapport à l'étude. Exactement. Oui. Et faut corréler tout ça. Ici, il y a les deux effets. Un effet exogène et un effet endogène. L'effet exogène, c'est le fait que tout le monde dit que ça ne marche pas. Et que tout le monde, surtout si ça ne marche pas effectivement, par exemple l'indice du trimestre dernier, ça se répercute sur l'indice du prochain trimestre. Pourquoi? Parce que le bouche à oreille joue et que tout le monde dit que la situation est morose et donc on a tendance à le dire entre nous et donc généralement on l'exprime. Ça c'est le côté endogène, mais le côté exogène. Endogène déjà, c'est la confiance elle-même dans celui qui vient nous enquêter. On a les ménages en milieu rural, là il faut voir le terrain, comment ça se passe, c'est tout à fait différent au milieu urbain. Les gens, lorsque vous posez la question, ils ont tendance à négativiser la situation. Pourquoi? Parce qu'ils croient que le fait de négativiser, c'est une façon de réclamer, d'obtenir un plus. Exactement, parce qu'il voilà, un message. Et donc d'ailleurs ça se confirme globalement. On a des indicateurs qui sont du pessimisme. Là, c'est pas uniquement cet indice de confiance des ménages qui le confirme, mais si je prends les deux institutions américaines, Healthways and Gallup, ils nous ont classés 115 sur 145 en tant que pays plus ou moins vers la marche à la prospérité et le bien-être. Ça se confirme aussi si on prend l'indicateur de l'institution britannique ONG qui s'appelle Legatio. Il nous classe 97 sur 142. Donc on est très mal classé et l'enquête, il se fait par téléphone. Donc moi, je n'écarte pas la possibilité de dire qu'on est un petit peu, on a droit de liberté, on dit ce qu'on veut, mais aussi en raison par rapport à notre intérêt personnel. On est quelquefois individualiste et opportuniste, mais on touche à l'intérêt général, celui de dégager des indicateurs qui ne reflètent pas la réalité. Mais alors, l'épargne, c'est aussi une manière, c'est un message de confiance aussi en l'avenir. C'est-à-dire que quand on épargne, on gagne plus de confiance en l'avenir. On se dit, je prépare mes vieux jours, j'ai la capacité de réagir en cas de coup dur ou pour pouvoir vivre correctement à la fin de ma vie. En plus, bien sûr, des régimes de retraite qu'on va voir. Ce sentiment-là, c'est intéressant tout ce que vous nous dites parce qu'on voit la corrélation entre ces différents types. Aujourd'hui, l'épargne est devenue pour le Marocain synonyme de confiance? En tous les cas, ce qui ressort de ce que dit notre ami professeur Karim, c'est un peu le côté pas très fiable des sondages, parce que nous savons très bien, surtout dans certains milieux, que toute investigation de récolte d'informations sur l'état
entre guillemets, financier des foyers peut être biaisé en termes de réponse parce qu'il y aurait des interprétations. Sur le déclaratif, sur la méthodologie statistique, on est tous d'accord qu'aujourd'hui c'est représentatif, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est au niveau déclaratif. Si ça fonctionne comme ça, par sondage, on va souvent dire oui, ça va pas, etc. Par contre, on va voir à côté le comportemental qui est celui de certaines situations de surconsommation, même de consommation qu'on peut voir dans certaines périodes comme l'Eid Kbir ou autres, qui vont être des consommations abusives, même des consommations sur du crédit, c'est-à-dire aller consommer au-delà de la capacité du foyer lui-même. Et cela est antagoniste par rapport à la situation globale. Et c'est ce qui est un petit peu particulier au niveau de certains foyers. Alors au niveau du rural, qui dépend beaucoup souvent de la pluie, de la saisonnalité, et où normalement avoir une petite réserve pécuniaire serait la bienvenue, on va avoir un peu le même comportement et une forme de fatalisme de se dire on n'a rien mais on attend que ça s'arrange et voilà. Donc la perception des vieux jours est souvent absente. Alors, professeur, bon, j'ai des questions qui arrivent sur Twitter et sur Facebook. Je vais vous en poser. J'ai Mohamed qui nous dit que la plupart des Marocains ont du mal à épargner suite à la hausse des prix de tout ce qui est nécessaire pour la vie domestique. Aujourd'hui, la hausse des prix, elle est aussi flagrante, aussi sensible pour expliquer le manque d'épargne. La hausse des prix, si on voit un peu l'évolution, il y avait une inflation de type importé à partir de l'année 2010, ensuite à la crise, renchérissement des produits de base sur le marché international, prix de pétrole. Il y avait une inflation d'importé. Mais de l'autre côté, nous avons la Banque centrale qui a pu contenir cette inflation aux alentours de 2%. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui en 2015. Il y avait une décélération des prix. Au contraire, il y a une baisse des prix des produits alimentaires, baisse du prix de pétrole, 41 $. Donc, ce qui fait, sur l'inflation importée, il n'y a pas une inflation. Peut-être qu'il y a une augmentation des prix des produits localement, consommés localement. Globalement, on n'a jamais dépassé 2%. Donc, cette raison-là d'inflation, il était un petit peu en 2010, 2011, 2012, mais aujourd'hui, on n'a pas cette contrainte d'inflation puisque la Banque centrale met devant comme politique ciblage essentielle, c'est de maîtriser l'inflation et il peut libérer le chômage. Là, ça a été depuis 30 ans. Politique ciblage d'inflation, effectivement pour cette raison-là, et je crois que c'est une décision plus ou moins sage, sachant que parfois on demande à la Banque centrale de relâcher pour des raisons de favoriser l'activité, mais quoi qu'il en soit, on est sur le bon chemin, ça se gère. Je reviens juste à la culture. Est-ce qu'aujourd'hui on a une différence, on va dire, significative entre urbain et rural? Vous parlez du rural, si on revient à nos expériences des parents, etc., qui avaient tout le temps ce réflexe de mettre, à Ouldi, met un peu d'argent de côté. Est-ce qu'il y a un basculement générationnel sur la manière d'apprécier l'épargne? Exact. Alors, on avait espéré avoir parmi nous peut-être un sociologue, là, c'est important, il y a un déficit d'études sociologiques qui peuvent intéresser même à l'économique. Effectivement, ce changement-là de culture générationnelle, ça a changé. Généralement, ça se voit qu'on a tendance à dépenser et dépenser peut-être au détriment de nos moyens. Et du fait qu'il y a aussi cette facilité-là de crédit qui sont accordés avec l'abaissement du taux. Globalement, on est passé d'un taux moyen de 10% aujourd'hui à quelque chose comme 5% en moyenne. Mais je vais un peu prêcher pour ma paroisse. Oui. On va parler d'assurance. Le fait qu'il y ait, et c'est pas anodin, le fait qu'il y ait aujourd'hui un certain nombre de produits d'assurance qui va vous apporter une sécurité en cas de maladie par rapport aux assurances maladie, une sécurité par rapport à une perte de richesse, à une détérioration de biens. Ces produits n'étaient pas aussi fréquents il y a un certain nombre d'années et les gens, quand ils épargnaient, quand ils mettaient de l'argent de côté, c'était toujours en prévision des vieux jours, mais aussi en prévision des mauvais jours. C'est-à-dire les aléas, avoir un souci quelconque et se dire j'ai quand même réfléchi à avoir tant et tant d'argent de côté pour pouvoir rebondir. Aujourd'hui, le fait de pouvoir payer des primes d'assurance qui vont réagir pour vous et vous transférer les risques sur tel ou tel produit et pouvoir avoir ces garanties-là,
c'est une sécurité qui permet aux gens de se dire, si moi je paye mes primes d'assurance, je place un petit peu d'épargne, je vais continuer dans la vie avec une certaine sérénité parce que je me mets, ou je me mettrai, je le mets au conditionnel, à l'abri d'un certain nombre d'aléas et d'une certaine forme de dégradation de la vie. Alors, on va revenir à l'assurance, et encore une fois, parce que la culture est importante, hein, c'est vrai, la notion de prévoyance. Il y a une espèce de transfert de perception, c'est ça. Mais est-ce que, encore une fois, dans le déclaratif, est-ce que les gens sont sincères ? Je m'explique. On a eu l'expérience du rapatriement des avoirs à l'étranger. Je vois Younes, ça y est, à sourire. Lors des opérations de rapatriement des avoirs à l'étranger, beaucoup de gens on disait ne pas avoir d'argent à l'étranger. Puis jusqu'au dernier moment, l'argent a commencé à rentrer. Est-ce que dans la culture aussi du Marocain qui se fait interroger sur son patrimoine, sur ce qu'il a de côté, est-ce qu'il a un complexe à dire « Ah, j'ai de l'argent de côté », il préfère dire « Non, non, j'en ai pas ». Exact. C'est une très bonne remarque. Effectivement, nous, je crois que ça, c'est mon opinion personnelle. Lorsque vous posez la question à un Marocain, c'est quoi son salaire, il ne va jamais vous répondre. Est-ce qu'il est bien, même s'il est bien, même s'il est à l'aise, il ne va jamais vous dire oui. Il y a une certaine méfiance qui est dans nos comportements. Donc la méfiance dans tout, ça s'explique là, vraiment, il y a beaucoup de facteurs qui permettent déjà de ne pas être trop sincère. On est sincère, mais à un niveau. On n'est pas trop sincère. Donc, effectivement, quand vous avez dit que le rapatriement, au début, il disait qu'on n'a rien, mais petit à petit, et là, vraiment, on arrive à un point très fondamental, c'est que la confiance elle-même, qui n'a pas fait l'objet des travaux d'économistes depuis les années 30, aujourd'hui, avec Amartya Sen, il a intégré la confiance comme un déterminant très important en matière de capital immatériel. La confiance, lorsqu'elle s'établit, c'est l'activité économique qui est relancée. Donc, je crois que effectivement, le mot-clé confiance, il faudrait favoriser, travailler la confiance dans la société. La travailler, ça demande toute une politique, je crois. Il faut qu'il y ait de la confiance établie dans l'économie et dans la société. Mais c'est tout à fait ça. Hein. C'est aussi le fait qu'on ait une perception du mauvais œil, de comment on va être perçu, de dissimuler les richesses, de dissimuler même... encore plus grave, le bien-être, hein, comme vous dites. Le fait d'être bien peut attirer, peut-être, dans sa perception, le mauvais œil, peut attirer les impôts, peut attirer les convoitises, peut attirer un certain nombre de choses. Et les gens vont être plus dans... je suis très compatissant avec tous les foyers qui ont des difficultés. Mais on a beaucoup qui vont être dans le plaintif et essayer de plus être si vous voulez, dans la remarque négative pour la retenue pour ne pas attirer les convoitises. Et ça, c'est au-delà de l'indice de confiance, c'est comment on se perçoit dans la société et comment les gens peuvent se dire il faut que je sois... c'est une expression au marocain, hawet hawet. J'aimerais appliquer une théorie, la théorie là du jeu. La théorie du jeu, on l'applique sur la confiance. Supposons, ça s'apparente à un dilemme du prisonnier. Nous avons deux individus, A qui fait confiance en B, et B qui fait confiance en A. Les deux se font confiance, donc ils gagnent 5-5. Le A ne fait pas confiance en B, le B ne fait pas confiance en A, 0-0. C'est un jeu non coopératif. Mais si A fait confiance en B et B trahit la confiance, B gagne 10, c'est le double de ce que va gagner A et A perd. Donc l'équilibre de B, c'est de ne pas faire confiance et par conséquent, le comportement de A s'ajuste et personne ne fait confiance en personne. Je comprenais rien dans mes cours d'économie, j'aurais dû avoir professeur Karim pour m'expliquer ce genre de choses. Alors là, pour moi, c'est clair. là, c'est clair. Pour illustrer. Moi, je vais donner 5-5. Ah ouais, 5-5. Pour illustrer la confiance. J'ai une question de Anas sur Twitter qui nous dit le plafond du livret d'épargne. Alors bon, c'est vrai, ça va nous permettre de rentrer dans les différents types d'épargne qui existent au Maroc et celles qui sont le plus usitées. On va parler des assurances vie, des assurances épargne retraite, mais aussi le compte sur carnet. On parle de livret d'épargne, mais c'est le compte sur carnet. Il y a aussi beaucoup d'autres types de placements, les dépôts à terme, etc. Le plafond du livret d'épargne a été relevé, mais pas le plancher du SMIG. Quelles sont les priorités? Alors, est-ce que finalement, on suit de manière macroéconomique, on voit qu'il y a une vraie corrélation entre l'évolution du SMIG et l'évolution du livret d'épargne?
en termes de plafond d'épargne? Je crois que dans les années 60 et 70, il y a une culture de faire confiance dans le compte d'épargne national qui est produit par la Poste. Là, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que les livrets, les comptes d'épargne, ils sont plus préférés que les dépôts à terme de 12 mois. Alors, ce qui arrive, là, je suis pas très satisfait du taux qu'on applique sur ces comptes d'épargne parce qu'ils ne permettent pas de mobiliser l'épargne existante. Déjà, les gens ne font pas confiance, ils mettent leur argent à côté. Vous voulez me dire que ce n'est pas attractif? C'est pas attractif, pas rentable? exactement, Assez la rentabilité. rentable, Le taux, par exemple, pourquoi? Parce que le taux d'intérêt du dépôt dans un compte d'épargne, il est indexé sur les bons de trésor 52 semaines, moins 50 points de base. Ce qui fait, c'est, avec l'augmentation, on est à 3,62, on va réduire de 0,5% ou 50 points de base, on tombe sur un taux de 2,885. Alors, il y a aussi la taxe sur le produit de placement à revenu fixe qui est prélevé, l'équivalent de 30% sur le produit. Donc, on arrive à un taux de 2%, 2,01 net. Et le taux d'inflation, c'est aux alentours de 2. Donc, en termes rendement réel... Vous êtes en train de me dire que c'est sur un compte sur carnet, on est à 0. On est à 0 et ce n'est pas incitatif. D'accord. Ouais, bon. C'est pour ça que ce produit-là a connu un retrait dans les dernières années qui était assez significatif. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout un produit vers lequel les gens vont pour épargner les carnets. Alors, c'est quand même culturel aussi ce compte sur carnet. Quand on allait ce compte sur carnet, c'était quand même aussi un élément culturel sur lequel, vers lequel se tournaient les Marocains. Effectivement, c'est culturel parce que même le taux de rendement des comptes d'épargne nationale à la Poste, c'est 2%. Donc culturellement, on a une préférence vers la Poste que vers les banques commerciales. Mais je peux l'expliquer aussi par un problème, c'est que nos banques commerciales composées de 16 ou 17, il n'y a que 3 banques qui s'accaparent le 2 tiers des dépôts et les 2 tiers sociétés de financement et ils distribuent 60% de crédit. Et donc, on est dans un système qui est oligopolistique. C'est-à-dire que 3 banques face à la Banque centrale. Pas 16, c'est 3. Bon, donc, alors... ils ne vont pas traduire les recommandations ou les directions de la Banque centrale. Alors, j'ai Ahmed sur Twitter qui nous dit ce chiffre en baisse. Il parle bien de l'indice de confiance, ne serait-il pas, ou de l'épargne, ne serait-il pas une traduction du nouveau Maroc libéral? Ça, je vois sourire, vous nous répondrez juste après la pause. On essaie de comprendre ce qu'il y a derrière les chiffres de cette étude publiée sur le HCP, sur l'indice de confiance des ménages. On a encore des indicateurs que vous devez nous expliquer, professeur Kalem. Après, on verra tous les différents types d'épargne pour les gens qui nous regardent, si vous arrivez à épargner ou pas. Vous arrivez à épargner, vous? Je vous pose la question. Pas beaucoup. Un petit peu. Non, je suis parmi les... Et ben voilà. Il est dans le déni, lui. Il est dans le quota du déni. Quand même une question qui était intéressante juste avant qu'on passe à la pause. Ce chiffre en baisse ne serait-il pas une traduction du nouveau Maroc libéral? Est-ce qu'on a un nouveau Maroc libéral? Vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Donc on va essayer de comprendre ce que... ce que le téléspectateur veut dire. Je crois que c'est vrai que lorsqu'on consomme assez, on vit bien. Mais d'autre côté, on ne peut pas aider au développement d'autres pays, à la prospérité, au bien-être, in fine, si on n'a pas cette culture d'épargne. Si on prend par exemple les pays sud-est asiatiques, la Malaisie, le Japon, l'Extrême-Orient, tous, ils sont développés par la mobilisation d'une épargne, un taux d'épargne excessif qui a été converti en un investissement de qualité. Ça, c'est un. Deuxième, c'est l'investissement en éducation. Et l'éducation en sens large. Et troisième, c'est le rôle de l'État dans tout ça. Le rôle de l'État, un autre rôle, c'est le développement d'une politique industrielle dirigée. On ne peut pas produire
sans épargne, parce que l'épargne se transforme en investissement. L'investissement, il s'accumule, il donne du capital. Le capital, c'est lui qui donne la production. Si on n'a pas d'épargne, on ne peut pas avoir du capital, on ne peut pas produire. Alors, donc pour rattraper, il faut revenir sur autre. Je vais faire appel à votre talent de vulgarisation, parce que vous dites l'épargne, investissement. Pour les gens qui nous regardent, le fait d'épargner, de quelle manière ça se traduit en investissement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met de l'argent qui est mis de côté, mais cet argent, il n'est pas mis de côté, il n'est pas en train de dormir. Lorsqu'on épargne l'argent que je vais mettre dans mon compte épargne, il n'est pas en train de dormir. Dans le circuit, la banque, il va l'utiliser dans les investissements. Donc l'épargne des ménages va être transformée en des projets d'investissement. L'épargne des entreprises aussi, ce sont des acquisitions, des actifs physiques et des investissements. L'État aussi, il fait des projets. Alors vous n'êtes pas d'accord avec, j'ai une autre réaction sur Facebook de Ayman qui nous dit l'épargne est souvent nuisible à l'économie, il faut inciter les gens à consommer. Je vous regarde. Ayman a tout à fait raison, j'allais rebondir sur cette idée, parce qu'en fait on va avoir une espèce de dilemme balancier entre booster le pouvoir d'achat des foyers et la capacité d'épargne. Alors c'est clair que l'épargne va servir, qu'il soit placé dans les banques ou auprès d'assurances ou certains, il va servir directement à des mécanismes d'injection dans l'économie et il va booster et l'industrie et un certain nombre de secteurs. Il est très favorable. Mais de l'autre côté, le fait de lester la capacité de pouvoir d'achat des foyers en leur imposant ou lorsqu'ils s'imposent une certaine politique d'épargne assez rigoureuse, c'est ça le dilemme, c'est est-ce qu'on consomme ou on épargne, sachant que à court terme, la capacité de consommer, le pouvoir d'achat des foyers est aussi quelque chose de très louable. Et elle est capable de rapidement booster et être un levier économique intéressant. En tous les cas, je parle sous le contrôle du professeur d'économie, en tous les cas en termes d'indicateurs palpables à court terme. Effectivement, à court terme, oui, en récession, la consommation booste la croissance. Mais d'après les études, la consommation excessive ne peut augmenter. Si on a un taux de croissance de 5% par exemple, on a, suite à la consommation, juste 2,4 en point du PIB. Donc le reste de croissance devait venir d'où? Donc, et la consommation, c'était l'une des raisons, excessive je dis, l'une des raisons de nos problèmes depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la consommation excessive, on vit au détriment, on ne produit pas assez, on vit au détriment d'autrui, donc on importe. Lorsqu'on importe, on a une balance commerciale déficitaire. Les réserves de change se réduisent et sont arrivées à 3 mois. La masse monétaire qui est créée en fonction des réserves de change se réduit. Les liquidités bancaires ne sont plus. Donc on doit aller vers le marché international où on doit demander à la Banque centrale de donner aux banques des liquidités. C'est ce qu'il fait. Le taux de la réserve obligatoire, c'était 16% et on a réduit jusqu'à 2%. Pourquoi? Pour ne pas éponger les liquidités sur ce marché bancaire. Donc tout ça, il est venu de quoi? Il est venu d'une consommation excessive. Je ne dis pas que la consommation est mauvaise, mais on doit assurer une complémentarité entre une consommation qui va booster la croissance en période de récession, comme c'est le cas les 2 dernières années, et une épargne. Là, l'épargne, vraiment, on doit être unanime sur la question. Aujourd'hui, on est dans une consommation excessive. Est-ce qu'on allait? Non, on est aujourd'hui dans une consommation excessive. Exactement. Au niveau des ménages marocains. Il y a un chiffre qui est par rapport au surendettement, parce que qui parle consommation parle aussi crédit. Hein, vous en avez parlé. On a un chiffre de 28% de surendettement. Bon, lorsqu'on parle de crédit, j'en parle souvent à la radio. J'ai l'habitude de dire une phrase qui est finalement le crédit, c'est acheter des choses dont on n'a pas nécessairement besoin en empruntant de l'argent pour plaire à des gens qui ne nous plaisent pas tellement. En gros, c'est la manière avec laquelle on peut définir l'économie de marché. Mais aujourd'hui, 28% de surendettement. Comment on le calcule, ça aussi? On doit passer derrière les indicateurs. Le surendettement, c'est déjà par rapport à des gens qui ont accès au crédit et qui sont bancarisés. Et le surendettement, c'est un ratio, par contre, parce que vous allez avoir la capacité d'endettement qui va être un pourcentage du revenu des foyers, et certaines personnes vont aller à 100, 150, 200%. Vont se retrouver souvent dans du contentieux, vont se retrouver blacklistés, puisqu'il y a, comme vous savez, une liste commune entre les bailleurs de fonds où ils mettent sur une base de données les gens qui ont été incapables d'honorer
leur crédit. Et c'est ça, donc c'est un calcul. Alors, comment éviter que les gens qui ont aujourd'hui la facilité d'acheter, parce qu'on va le voir, on va trouver des organismes de crédit à l'intérieur même de grandes surfaces et qui vous donnent avec une certaine facilité la possibilité d'acquérir des biens ménagers ou des biens de confort au quotidien, desquels on n'a peut-être pas tous les jours besoin, mais aujourd'hui c'est aussi le pushing de la société de consommation, de force de suggestion et du marketing derrière qui fait que les gens ont un peu tendance à consommer effectivement et des fois avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Mais alors justement, si on compare le 28%, c'est pour ça que je vais vous faire parler du chiffre, 28%, est-ce qu'il reflète la réalité? Je compare à d'autres pays, hein. Par exemple, nous on est à 28%, c'est le chiffre qu'on a. L'Afrique du Sud est à 46%, la France à 60%, pardon, l'Espagne à 80%, et les États-Unis au-delà de 120%. Au-delà de 120%. Mais alors, 28%, est-ce que ça reflète la réalité? Je posais la question, est-ce que dans ce chiffre-là, on ne met pas les gens qui ont, on va dire, l'endettement qui n'est pas institutionnalisé. En gros, pas auprès d'un établissement de crédit, pas auprès d'une banque, mais on peut être endetté si on emprunte à son voisin, à sa famille, etc. Alors dans l'endettement, par exemple, si je prends le chiffre qui a été publié par la Banque El Maghreb dans son rapport 2014, on a 282 milliards de dirhams d'endettement des ménages. Sur le rapport de PIB de 2014, soit 863 milliards de dirhams, on trouvera un peu plus que ça. Mais comme vous avez dit exactement, on a un taux d'endettement faible par rapport à ces pays-là. Mais de l'autre côté, on a un taux d'endettement élevé par rapport à la Turquie, par rapport à la Jordanie et des pays. Donc, globalement, on peut estimer que le taux d'endettement des ménages et les moyens par rapport à des pays développés, il est au milieu. On est au milieu. Bon. Moi, je voudrais juste dire une chose, c'est que vous regardez les chiffres là, vous regardez rien, hein, vous avez tout dans la tête. Moi, je suis obligé de regarder mes fiches hein, pour sortir tous les chiffres. Bravo. Alors, par rapport aux différents types d'épargne, alors c'est vrai que ça, on va y arriver, mais aujourd'hui, quels sont les différents moyens d'épargner qui sont culturels? Alors, on va aller vers l'assurance épargne retraite, les contrats d'assurance vie, c'est assez nouveau. Ça, au niveau du Maroc, c'est-à-dire même, on revient à la culture encore une fois, c'est pas si vieux que ça. Je veux dire, la démocratisation de l'assurance vie, de l'assurance épargne retraite, qui a encore de beaux jours devant elle. Oui, alors les produits privés, on va dire, entre guillemets, qui ont vu le jour commercialisés par les compagnies d'assurance, ont eu un très bon succès parce que ce sont des produits qui ont permis d'abord, avant la loi 2015, et j'expliquerai ce qui a changé fiscalement, qui avait permis de pouvoir épargner pratiquement la totalité de son salaire et aussi même de certains revenus exceptionnels. Donc ces produits-là, qui d'abord étaient limités par le fait de devoir rester en situation d'épargne et de capitalisation 8 ans et aussi un minimum d'âge de 50 ans avant de pouvoir liquider, permettait donc d'épargner, de cotiser 100% de son salaire et l'entièreté, comme je viens de dire, de son salaire. Alors ça permettait des avantages à l'entrée quand vous démarriez la cotisation, c'était la déductibilité de la prime. Sur l'IR, voilà, et puis aussi des abattements à la sortie. Donc à la sortie, on avait des abattements quand on récupérait le capital, qui pouvait aller jusqu'à 55%, et à 40%, 55% quand on prenait la rente viagère, et 40% quand on récupérait le capital, au terme des 8 ans, bien sûr. Et ce qui a changé, au fait, avec dans la loi de finances qui a pris cours cette année, il y a des choses qui ont changé. Voilà. Alors, bon, on va les expliquer rapidement. C'est-à-dire qu'en gros, fiscalement, il y avait une petite niche qui était exploitée par un certain nombre de gens pour déduire quasiment, qui ne payaient pas d'IR parce qu'ils mettaient tout leur salaire, mais ça concernait une petite frange, vraiment un tout petit microcosme. Ça a changé les choses en termes de mobilisation de l'épargne sur ces contrats-là cette année. Quand il y a eu ce changement de loi en 2015, beaucoup de compagnies d'assurance, beaucoup de banques étaient un peu inquiètes par rapport au fait
que l'élément incitateur numéro 1, qui était la déductibilité de hier, ne soit plus là, ou ne soit plus comme il l'a été, soit un frein. Ça n'a pas tellement été le cas parce que ce qui a été proposé est encore raisonnable. Ce qui a été proposé après 2015 dans cette loi, c'est le fait de plafonner à 50% la capacité d'épargner, 50% de son salaire. 50% de ses revenus. De ses revenus. Non, 50% de son salaire et 10% de ses revenus voilà, si on n'est pas salarié. 50% de son salaire et 10% maximum des revenus exceptionnels. Il faut savoir qu'il y avait des gens qui avaient des primes annuelles, qui avaient des revenus exceptionnels et avant 2015, tout était déductible. Alors, ça n'a pas tellement changé parce que ça a permis quand même de garder cette attractivité pour ces produits-là. Et donc, aujourd'hui, depuis 2015... Pas d'impact négatif. Pas d'impact négatif à ce que je sache. Alors, j'aimerais rajouter une chose, c'est que on est dans un problème d'économie carrément. Ce n'est pas uniquement des mesures. Là, je vois qu'on n'a pas une politique d'épargne alors qu'on en a besoin peut-être aujourd'hui que jamais. C'est quoi avoir une politique d'épargne? C'est quoi? C'est que la fiscalité encourage? Il n'y a que la fiscalité? Tous les éléments, c'est d'avoir des éléments d'une politique qui est cohérente et qui touche à tous les aspects. Par exemple, le fait qu'on a encore des gens qui thésaurisent leur argent et les laissent chez eux est un problème. Donc il faudrait ramener ces gens. La culture du cash, il y a des gens qui gardent il y a des mesures qui ont été prises et qui étaient catastrophiques. Par exemple, l'ATD, la vie à tiers détenteur, le fait de prélever l'impôt directement auprès d'une banque d'un compte d'un contribuable, ceci a incité, a poussé les gens à retirer leur argent parce qu'ils se sentent... En cas de souci avec le fisc. Exactement. Mais ça a été la vie à tiers détenteur a été supprimée. Heureusement. Alors ça, lorsque je parle de politique d'épargne, pourquoi? Supprimé, moins utilisé, mais c'est pas supprimé encore, il existe toujours. Alors donc, j'aimerais dire qu'il faut aussi, pourquoi je parle de politique d'épargne? Parce qu'on est dans deux situations. Situation où on a un chômage de 10,1% aujourd'hui et on a une transition démographique dans laquelle on aura dans le futur beaucoup de vieux. Et les vieux, ils vont consommer sur le patrimoine qu'ils ont accumulé. Donc, on aura de la consommation. Il y aurait moins d'épargne. Donc, il faudrait agir sur l'épargne, sur tous ces niveaux. C'est pour cette raison que j'ai évoqué la politique au lieu des mesures comme ça isolées, inscrites dans des lois de finances. D'ailleurs, si je regarde la loi de finances 2011, les 3 produits qui ont été créés, je n'ai pas une réponse sur l'efficacité de ces instruments-là d'épargne, comme le compte d'épargne logement, le compte d'épargne éducation et le compte d'épargne action. Ils sont plafonnés à 300 000, à 400 000 et puis à 600 000 avec une période de versement régulier. Mais nous avons besoin d'une évaluation de ces produits-là. Où on est? Est-ce qu'on a réussi sur ça ou pas? Donc sinon, il faut chercher. C'est pour cette raison que j'ai parlé de politique d'épargne. C'est tout un bloc de mesures qui s'interagissent pour ramener les gens à déposer, et peut-être là, un des moyens, c'est d'augmenter le taux de bancarisation de l'économie qui est encore faible. On est à peu près à un peu plus de 40% de taux de bancarisation. Voilà. Alors j'ai une question et ça me permettra d'enclencher sur une question que je voulais vous poser sur Facebook de Mohsin qui nous dit: pour la problématique de l'épargne, je pense que la non-existence de l'équité fiscale, il parle d'inéquité fiscale, Mohsin, entraîne un niveau très faible du pouvoir d'achat, ce qui engendre que les gens ne se dirigent pas vers l'épargne. Alors, est-ce que, là, ça nous permet de parler de la fiscalité, on voyait la fiscalité incitative pour les produits d'assurance épargne retraite, mais vous, en tant que professeur, voilà, on voit la boucle. Parler de politique de l'épargne, est-ce qu'il vaut mieux avoir de l'impôt que de l'épargne? C'est-à-dire, quelle est la balance? C'est-à-dire, si on enlève la consommation, ben, à un moment, ça va ramener peut-être en épargne, mais ça ramène moins en termes de taxes, de TVA et de taxes de consommation. Effectivement, les choses doivent être vues dans le contexte global. S'il y a des impôts, c'est qu'on favorise une épargne budgétaire, là. Oui. Et donc, alors... Sur une frange de la population qui paie des impôts. Voilà, ce qui n'est pas le cas.
parce qu'il y a une interruption d'épargne de l'État budgétaire. Elle est négative depuis 2010, 2011, 2012, suite au printemps arabe. Il a fallu, au niveau du Maroc, d'amortir le choc, c'est-à-dire de recruter et de subventionner les produits de base. Ceci a ramené à une épargne négative, budgétaire négative, c'est-à-dire que les recettes ordinaires qu'on a n'arrivent même pas à financer les dépenses de consommation. Donc, c'est pour cette raison que j'ai dit que la politique d'épargne, effectivement, c'est quoi? C'est d'avoir les ménages, l'épargne des ménages, de l'État et des entreprises et du reste du monde, c'est-à-dire le solde de la balance courante. Donc, l'essentiel, ce n'est pas est-ce que l'épargne va venir des ménages, mais il faut avoir une épargne assez suffisante pour qu'il puisse être transformé en investissement créateur de richesse et d'emplois. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on va dire que cette émission, elle se bâtit sur une réflexion de chiffres qui ont été rédigés par le Haut Commissariat au Plan. Quelle est la moralité derrière? C'est ce qu'on est en train d'essayer de comprendre. On essaie de faire parler les chiffres du HCP. Les chiffres, puisque nous sommes censés, grâce à ces études, nous projeter dans le futur et se dire comment, avec si peu d'épargne, nous allons pouvoir affronter des situations dont a parlé le professeur Karim tout à l'heure, d'avoir une pyramide de vieillesse démographique qui va s'aplatir, avoir des gens qui vont vivre plus longtemps et vivre sur des économies qui sont censées avoir été créées et que ce n'est pas forcément le cas, qui vont être limitées en pouvoir d'achat et en train de consommer une épargne qui est censée être là. Et tout cela, ce chiffre-là, comment est-ce qu'on va se projeter? Quelles sont donc les solutions ou les réflexions ou la stratégie à mener pour pouvoir parer à des défaillances? Parce que là, si tous les indicateurs de pessimisme qui ont été cités sont là, je ris mais nerveusement, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Parce que là, c'est pas effectivement très optimiste. Alors, au niveau je disais tout à l'heure, les contrats d'assurance épargne retraite ou d'assurance vie qui sont privés, il y a une grosse marge de progression encore aujourd'hui sur le marché? Mais bien sûr que oui. Aujourd'hui, le taux d'assuranceabilité, que ce soit pour ces produits ou dans l'absolu, est encore relativement bas au Maroc. Il y a de la marge pour développer et ces produits, beaucoup de gens restent encore sur les épargnes retraite, sur les régimes classiques. On n'a pas beaucoup de gens, je n'ai pas le chiffre en tête par rapport aux personnes qui s'adressent au secteur privé, mais il y a de la marge pour pouvoir un peu se développer ce genre de produits. Et c'est vraiment des produits nécessaires aujourd'hui parce qu'ils vont apporter la liquidité nécessaire pour que l'on puisse, comme j'ai dit tout à l'heure, booster un certain nombre de secteurs dans l'économie nationale. Alors, il y a aussi, on revient encore à la culture de l'épargne, investir dans la pierre. C'est-à-dire qu'en gros, l'immobilier, acheter un appartement, acheter une maison, acheter un terrain était une manière, ou est encore une manière, c'est la question que je vais vous poser, finalement, d'épargner. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore vrai, après l'explosion de la bulle immobilière qu'on a vue au Maroc au début des années 2000, est-ce qu'aujourd'hui, l'immobilier, la pierre, est toujours une valeur sûre en termes d'épargne? Effectivement, d'après les chiffres qui sont donnés, les ménages marocains, ils ont tendance à préférer d'investir dans l'immobilier, l'achat des biens durables. Et comme en témoigne, la part de l'endettement, elle est constituée à 64% de l'achat des logements. Là, effectivement, c'est lié à la culture de ne pas pouvoir épargner. On constitue une sorte d'épargne forcée à travers la transformation des liquidités ou de revenus vers le logement. Donc effectivement, ça constitue une source de confiance pour les ménages. Mais est-ce que c'est toujours aussi rentable aujourd'hui? C'est-à-dire quand on voit les chiffres, d'un point de vue économique, si on compare les taux de rendement, que ça soit des comptes sur carnet, on va parler des différentes aussi types de placements qu'il peut y avoir, que ce soit les dépôts à terme ou les autres types ou les contrats d'assurance épargne retraite qui sont rémunérés.
l'immobilier n'explose pas comme avant. La spéculation n'est plus possible comme c'était avant. En termes de placement, effectivement, c'est peut-être moins juteux. Mais il y a ce côté toujours épargne, sécurité, cette dimension de la sécurité de l'épargne. Ça ne disparaît pas. Que ça ne disparaisse pas, que je me constitue quelque chose qui est à moi déjà et où l'acquisition du premier foyer est une bonne conversion. C'est une bonne conversion de sécurité d'épargne. Maintenant, elle est biaisée parce que si le matelas d'épargne n'est constitué que de foncier, en cas de coup dur collectif ou en cas de situation, on va dire, généralisée, on va avoir trop d'offres de foncier et ça va pas, je parle encore sous votre contrôle, professeur, ça va un peu lester et bloquer l'étendue de cette épargne. Donc, en termes de sécurité, la dimension de sécurité, puisque souvent on a ramené dans cette émission à comment le produit est perçu, à la psychologie du citoyen par rapport à cette épargne et à la notion d'épargne. La notion de sécurité est quelque chose qui ressort très fort. Le fait d'épargner est lié à l'aléa. Justement, ce sentiment de sécurité, il est plus fort que l'arithmétique? Parce que si vous nous avez parlé d'épargne forcée, donc en gros, il y a des gens qui s'endettent pour épargner. C'est-à-dire qu'en gros, ils s'endettent pour mettre de l'argent de côté, mais en s'endettant, ils vont payer des intérêts et qui ne correspondent absolument pas à ce qu'ils vont gagner en placement. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir un transfert de valeurs comme l'immobilier vers l'épargne classique? Je crois que la rationalité économique, parce que de toutes les façons, un mélange, il est rationnel. Il est rationnel dans le sens où... Mais il est rationnel jusqu'à un certain point. Parce que à un certain point, il y a une certaine rationalité. Il arbitre entre les choix. Alors il se dit au début, puisqu'il est incapable d'épargner, puisqu'il a les tentations de dépenser, les recettes causent les dépenses, l'argent lorsqu'il est là, il donne de la pitié à des dépenses automatiquement. Donc il a besoin d'assurer au moins, dans une première étape, par exemple, un logement pour ses enfants, parce qu'il sait très bien que, de toutes les façons, pour l'alimentation et pour la nourriture et pour les loisirs, il peut faire avec. Mais pour le logement qui est trop cher, il doit avoir une maison pour lui et pour ses enfants, peut-être dans le futur. Là. Alors, je crois que la décision de transformer le revenu ou l'épargne vers autre utilisation viendra après avoir assuré un minimum d'investissement en logement. Et après, peut-être la décision va changer parce que ce sont des comportements. Et puis l'acquisition du foyer, et encore une fois par le biais de mécanismes d'assurance sécurisés, puisque c'est pratiquement tout le temps accompagné d'une assurance décès-invalidité. Donc le chef de famille se dit de toute façon je travaille, je m'engage sur des loyers sur 250 mensualités, voire plus des fois, et s'il m'arrive un souci quelconque, mes ayants droit, ma famille, mes enfants sont sécurisés puisque le bien leur sera acquis. Et cela lui permet de convertir cette forme d'épargne en ayant ce matelas de sécurité qui lui permet donc d'avancer serein, contrairement à ce que pourrait être un produit quelconque ou du placement ou autre. C'est peut-être une première étape et on va avoir le phénomène d'aller au-delà de ça dès que ça c'est acquis, dès que le premier foyer est acquis, sous forme d'épargne, on va pouvoir voir des comportements de gens, quand ils ont bien sûr les moyens, de pouvoir aller sur d'autres formes d'épargne diversifiées et de pouvoir aller un peu plus vers le côté aventureux de la chose. Alors j'ai un tweet de Reda qui nous dit en tant que jeune actif, ça pose la question de l'âge à partir duquel on peut commencer à épargner et la sensibilité qu'on a par rapport à l'épargne. En tant que jeune actif, Reda nous dit comment peut-on épargner alors que mon salaire s'épuise toujours à la moitié du mois. Alors là on est en train de parler encore une fois de pouvoir d'achat, mais aussi de la manière avec laquelle, à quel âge on commence à prendre conscience qu'il faut épargner. À 23 ans, 24 ans, on n'a pas la même notion de l'épargne qu'à 40 ans. Exactement.
la question commence à se poser avec l'âge. Le moment où le jeune veut construire un foyer, il veut se marier, là il a besoin d'avoir un logement. Effectivement, je crois que je propose un des éléments qui sont sujets à réflexion de la part du gouvernement, qui peut peut-être penser à ne pas faire subir un jeune de la charge de loyer. Donc on peut par exemple produire des logements pour les jeunes, on peut leur gérer ces loyers, c'est-à-dire on peut les louer et leur gérer ces loyers jusqu'à une date où il atteindra 35 ans, peut-être là, il peut récupérer, ne pas payer des tranches sur les logements. Aujourd'hui, cette baisse de l'épargne, comme on a vu, enfin ce chiffre en tout cas, tel que communiqué par le HCP à travers ce sondage, quel impact ça peut avoir sur notre modèle économique, tout simplement? Là, je vous pose la question d'un point de vue macroéconomique. Vous avez expliqué un peu tout à l'heure, brièvement, de quelle manière l'épargne jouait dans l'économie, à savoir la capacité d'investissement. Aujourd'hui, ce chiffre-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'un gouvernement peut en faire? Alors, si c'est un chiffre de l'indice de confiance des ménages, il est utile pour l'usage des prévisions de consommation, comme on fait en France. Chez nous, j'espère qu'il ne soit pas politisé et qu'il sert à des prévisions de consommation. Malheureusement, lorsque les enquêtes sont faites, sauf les ménages qui restituent, on fait la même chose pour les entreprises, mais là, les entreprises ne répondent pas. Et donc, la restitution se fait avec retard et il perd un usage. Il perd un usage économique, purement économique. C'est ça l'usage, le seul qui est fait en France. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une certaine tendance à politiser. J'espère que ce ne serait pas le cas et qu'il soit utilisé pour des usages plus scientifiques de prévision de consommation dans le futur, etc. Alors, le deuxième, concernant l'épargne, effectivement, ça nous interpelle. Les ménages ont la perception comme quoi ils sont incapables d'épargner. Ça nous interpelle parce que c'est toute l'économie, comme j'ai dit, qui est en question. Il faudrait favoriser une épargne de différentes façons. Ça, c'est incontournable parce qu'autrement, on ne pourra pas créer les emplois. On ne pourra pas créer les emplois. La consommation ne crée pas les emplois. C'est l'épargne qui crée les emplois. Et lorsque je dis moins d'emplois, je dis chômeur. Et un chômeur, c'est qui au Maroc? C'est une famille. Un chômeur, c'est un humain. Un chômeur, c'est un humain en chair et en os. C'est pas une simple statistique. C'est pas un dénombrement de cadavres. Donc il faut penser de cette façon. Il faut créer de l'emploi. Pour créer de l'emploi, il faut investir. Pour investir, il faut de l'épargne. Alors, comment on transmet? On est aux dernières minutes de l'émission, mais les Français sont les champions de l'épargne, parce qu'il y a cette espèce de culture aussi, avec une sensibilisation qui est faite très tôt, notamment aussi au niveau des contrats d'assurance épargne-retraite, qui est vraiment dans la culture. C'est quoi les leviers? J'imagine que toutes les compagnies d'assurance commencent à investir ont déjà investi ce segment-là. Il y a matière à, je ne sais pas, sensibiliser la manière avec laquelle on gère un budget, parce que ça pose aussi cette question. Est-ce que le Marocain sait gérer son budget? C'est une tendance que je vous demande. On l'a pas là, mais. Ouais. Alors, quand on va voir de près certaines situations où le foyer va être en surconsommation sur des fois du superflu et des fois des restrictions de budget sur des choses essentielles comme peuvent être l'éducation ou comme peuvent être des choses salvatrices au foyer et qui sont des éléments importants par rapport au futur d'un foyer, en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de qualité de vie, on se pose des fois des questions. Maintenant, c'est certainement culturel. Professeur Karim avait raison de dire tout à l'heure qu'on aurait peut-être enrichi ce plateau en ayant un sociologue ou quelqu'un qui va s'intéresser. Vous disiez on manque d'études en la matière. On manque cruellement d'études dans la matière. C'est extrêmement comportemental. C'est certainement comportemental. Et c'est lié peut-être à notre société. Donc il faudrait, si on devait s'adresser aux jeunes aujourd'hui qui démarrent leur vie, de leur dire que c'est fondamental et très important d'essayer de rationaliser, de réfléchir à où vous mettez l'argent et que le fait d'acquérir un bien immobilier en début de carrière ou
une forme quelconque d'épargne, peut-être quelque chose d'important en termes de restriction de ce budget, parce qu'en début de carrière, peut-être que le jeune homme qui s'est adressé à nous tout à l'heure ne rationalise pas. J'espère que je me trompe. Il y a une mentalité anglo-saxonne qui dit il faut enlever son épargne et après on a son budget. Et après vous vivez avec le reste. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour essayer de comprendre ces chiffres du HCP. Excellente soirée sur Média TV. Ne ratez pas la rediffusion à 22h40. Si vous nous avez pris en route, à demain.